Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Caroline. Salut Caro. Salut! Enchantée de faire ta connaissance. Enchantée. J'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es. Tu as quel âge? Tu vis dans quelle région? Puis c'est quoi tes projets en ce moment? Ben moi, j'ai 19 ans et j'habite à Montréal. Je suis native de Montréal. Donc, j'ai toujours été à Montréal. En ce moment, je suis au Cégep. C'est ma troisième année, ma dernière année, et je compte aller à l'université, mais je sais pas trop encore en quoi. Mais c'est sûr que ça va être dans le domaine social parce que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Mais c'est ça, j'ai pas encore choisi mon champ auquel que je veux aller. Tu fais ta technique dans quel domaine présentement? Ben, au début, j'avais commencé une technique en travail social. J'ai trouvé que ça venait comme trop me chercher. Fait que j'ai décidé de bifurquer en sciences humaines. Donc là, pour faire plus général, pour m'ouvrir plus de portes à l'université dans les sciences sociales. Super intéressant. Puis comment tu trouves ça, le cégep? Au début, ça faisait vraiment peur de plonger comme dans le monde adulte aussi rapidement parce que c'est vraiment une autre game. Le cégep, c'est pas du tout comme le secondaire. Donc, j'ai trouvé ça très difficile, mais je me suis adaptée quand même assez vite. Puis, c'est ça, j'aime vraiment ça. J'ai peur de quitter le cégep parce que l'université, ça me fait peur. Mais c'est la prochaine étape. Donc, je suis prête à ça. Personnellement, le cégep, ça a été ma partie préférée à date de toutes les études que j'ai faites. Puis là, je suis en fin de bac à l'université. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé mon expérience au cégep. Mais je me demandais tantôt, quand tu as parlé de travail social, quand on fait un travail social au cégep, c'est quoi les débouchés? Avec la technique en travail social, on peut devenir technicien en travail social, mais aussi on peut appliquer dans des domaines comme l'éducation spécialisée. On a accès à ces domaines-là. Par contre, moi, l'éducation spécialisée, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais pourquoi je suis pas allée là-dedans, c'est que je pouvais pas aller en travail social avec juste un DEC en éducation spécialisée. Donc, je trouvais que le travail social, ça m'ouvrait plus de portes. Mais là, je voulais aller vraiment au niveau universitaire pour m'ouvrir encore plus de portes que être technicienne en travail social. Tu parlais de technicienne en travail social. C'est-tu plus du... Parce que c'est quoi les fonctions, les rôles de tout ça? C'est-tu juste du remplissage de paperasse ou des sous-tâches? Je sais pas, ça fonctionne comment? Ça m'intrigue un peu. Tu fais du terrain aussi, mais il y a aussi beaucoup de tâches administratives, donc de la paperasse. C'est sûr que c'est un autre côté du métier là, de TS. C'est sûr que si on compare à l'éducation spécialisée, c'est vraiment plus du plancher qu'on fait. On est avec la clientèle, comme les éducateurs justement là, en centre. Tandis que travail social, tu es plus comme en arrière, tu gères un peu le quotidien, l'environnement de la personne en étant avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir aussi l'autre côté, là, je sais pas comment dire, pas être comme être là comme à tous les jours avec cette personne-là, mais voir son quotidien d'un autre œil, puis Et l'aider comme de l'autre côté, genre. Je sais pas t'as-tu- si tu parles un peu en anglais, là, mais maintenant, avec McGill, il y a un nouveau programme en travail social, puis il y a une bourse pour des ex-placés qui veulent aller suivre le programme. Fait que ça peut être une porte intéressante pour toi aussi, si Ah jamais ça ouais. t'intéresse. Ah, ok, je savais pas, je vais m'informer. C'est Ok. un nouveau service qui offre là, pour les ex-placés, en fait. Donc, nous, on travaille avec Delphine Colin-Vézina, qui est professeur-chercheur à McGill. Puis, ils ont mis ça sur pied là, récemment. Donc, ça peut être une piste intéressante pour du financement aux études. Sinon, il y a toujours les fondations aussi, là, des centres jeunesse qui financent. Je sais pas si on t'avait renseigné ou si tu étais admissible à des choses comme ça, mais ça peut être. Non, j'ai eu aucune information par rapport à ça. OK. Ben, en tout cas, je lance des perches comme ça, mais n'hésite pas à m'écrire là, au collectif. Là, on est là pour ça aussi. Donc, on pourra se reparler en dehors de l'entrevue. Ok, parfait. Toi, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment?
Mon histoire avec la DPJ, ça a commencé quand j'étais bébé. C'est ma grand-mère maternelle qui a fait un signalement à la DPJ pour moi et mes frères et sœurs. En fait, on est une famille de 6 enfants. Et puis, plus tard, vers l'âge de 18 mois, c'est là que j'ai vu ma mère adoptive pour la première fois et puis que j'ai été amenée dans son milieu. Ben, c'était une famille d'accueil en vue d'adoption. Donc, j'ai été adoptée plus tard à l'âge de 8 ans et demi. Et ça a été comme vraiment mon premier contact avec la DPJ, ouais. Comment ça s'est passé avec cette famille adoptive-là? Ça s'est vraiment bien passé au début. Je me suis vraiment bien adaptée. Au début, je parlais vraiment pas beaucoup quand je suis arrivée là, mais le travailleur social, quand il est venu me visiter, il a été vraiment surpris du progrès que j'ai fait au niveau langage parce que j'avais beaucoup de retard. Je disais pas beaucoup de mots. Donc, ça allait bien aussi au niveau de la relation là, avec ma mère adoptive. Suite à cette adoption-là, est-ce que tu es resté longtemps dans ta famille ou ça s'est gâché un peu par la suite? Ben, je dirais ça s'est gâché par la suite parce que je dirais jusqu'à mes 12 ans, ça allait bien. Mais l'entrée au secondaire a été une période vraiment difficile pour moi. Donc là, ça a amené des frictions dans ma famille. Puis là, je me chicanais vraiment, vraiment beaucoup avec ma mère. On était rendu à un point qu'on pouvait plus habiter ensemble parce que ça devenait trop intense. Fait que pour le mieux des deux, ma mère elle a décidé d'accepter un placement pour commencer de 30 jours. Puis après ça, on a vu au fur et à mesure, là. Les difficultés que tu avais, est-ce que c'était d'ordre académique ou c'était plus social, comportemental? C'était beaucoup au niveau social, je dirais. Je vivais de l'intimidation au secondaire 1. Donc, c'est ça qui a comme tout déclenché l'effet boule de neige un peu. En fait, quand j'ai quitté le primaire, j'étais déjà comme un peu en marge des autres parce que j'ai eu une commotion cérébrale. Donc, je pouvais pas faire les examens du ministère. Donc là, tout le monde me regardait de travers, comme si je faisais assemblant ou comme si je trouvais des excuses ou peu importe. Puis le monde me croyait pas. Donc ça a été vraiment difficile. Puis il y avait un voyage de fin d'année de prévu avec les deux groupes de sixième année. Puis moi, j'ai pas pu y aller parce que on m'avait dit que j'avais pas travaillé assez fort pour y aller. Donc ça m'avait vraiment rentré dedans. Donc là, j'arrive au secondaire. C'est très déstabilisant pour moi, une très grande école. Moi, je suis partie d'une école primaire quand même assez petite, une école internationale. Donc là, j'arrive au secondaire, une grosse école avec plus de 2000 élèves. C'était vraiment déstabilisant. Donc, ça a été difficile de m'adapter. Puis, j'ai pas fait des très bons choix d'amis, là. J'ai vécu de l'intimidation. Ça n'a pas été facile. Puis, l'intimidation, c'est ça, ça l'a mené à une hospitalisation parce que j'allais vraiment pas bien. Puis, je suis tombée en dépression, puis dans des comportements comme très nuisibles autour de moi. Puis c'est là que la relation avec ma mère s'est détériorée parce que j'allais pas bien. Donc, je lui faisais comme un peu subir ça. Puis est-ce que tu as essayé d'aller chercher de l'aide, tu sais, que ce soit au niveau psychologique, à l'école ou au CLSC? Ouais, ben en fait, je suis pas allée chercher de l'aide de moi-même. En fait, c'est que une de mes amies, elle avait remarqué que j'avais des coupures sur les bras. Donc là, elle a décidé d'aller m'en parler à la TES, donc à l'éducatrice spécialisée de l'école. Puis là, c'est là qu'elle m'a rencontrée, puis que cette intervenante-là est comme rentrée dans ma vie. Donc là, c'est là que j'ai commencé à lui parler, puis elle a été là tout au long de mon secondaire, là, ben, jusqu'à temps que je parte de cette école-là, parce que j'ai fini par partir en secondaire 2 parce que j'étais plus capable de l'intimidation. Mais elle a été là vraiment tout au long, puis elle m'a vraiment soutenue, vraiment, elle a été vraiment super, là. As-tu trouvé que c'était adéquat, l'aide que tu as reçue, ou il manquait certaines choses? Je trouvais que c'était adéquat, sauf que je trouvais que
elle me donnait les bons outils pour avancer, mais c'est comme si du jour au lendemain, ça s'arrêtait. Je sais pas comment dire, comme, C'était efficace un certain temps, puis après ça arrêtait d'être efficace? ouais, c'est ça, c'est comme, ça fonctionnait, mais après ça, c'est comme si ça marchait plus, puis au début, elle a été comme super présente pour moi, puis elle a été super à l'écoute et tout, mais c'est comme, plus que le temps avançait, j'avais l'impression que je la dérangeais un peu. Les gens qui te faisaient de l'intimidation, est-ce qu'il y a eu des interventions à ce niveau-là? Dans le sens que oui, tu sais, on donne des interventions à la personne qui est en détresse, mais personnellement, j'en ai vécu aussi de l'intimidation, puis il n'y a jamais personne qui était intervenu au niveau des gens qui m'intimidaient, là, vraiment, là, c'était souvent moi qui me ramassais dans le bureau de la psy à pleurer, puis c'était pas mal ça, là, m'écouter, me soutenir, m'épauler, mais tu vois, moi, pour ma part, j'ai pas vraiment reçu d'outils. Ce qui m'a vraiment aidé le plus, c'était de changer d'école, là. Ouais, ben moi en fait, j'ai reçu de l'aide. J'en ai parlé justement avec l'éducatrice spécialisée. Elle a fait une rencontre avec les deux filles qui m'intimidaient. Il n'y a pas eu de changement, puis la police a été obligée de s'en mêler parce que c'était rendu à un point que c'était des menaces de mort, des messages sur mon casier, des messages vraiment que j'étais rendu à un point que j'étais vraiment plus bien. Là, j'avais plus le goût d'être là, puis j'avais peur d'aller à l'école, là. J'étais plus capable d'aller à l'école, ça me faisait peur. Donc, la solution, c'était de changer d'école. J'avais pas d'autre choix, malheureusement, mais ces filles-là, eux, il n'y avait pas de conséquences. Je veux dire, malgré que la police s'en soit mêlée, c'était des messages comme anonymes que je recevais, mais je savais très bien c'était de qui parce que ces mêmes personnes-là, ils me le faisaient en pleine face. Fait que je savais que c'était ces personnes-là sur Internet, tu sais. Mais là, je retourne en 2016. C'était en 2016 que ça s'est passé. Puis c'était avec l'application Ask. Puis tout était fait de manière anonyme. Donc, c'était dur de trouver c'est qui a fait ça. Mais, tu sais, moi, je le savais. Tantôt, tu parlais de ta relation avec ta mère qui s'est dégradée. De quelle manière ça s'est dégradé? Ben, moi et ma mère, on a toujours été comme très proches. Mais là, quand que le secondaire est arrivé, je voulais comme plus de liberté pour être avec mes amis. Puis mes amis, eux, ils allaient dans des maisons de jeunes. Moi, j'avais pas le droit. Ma mère était très, très, très encadrante, même trop, je dirais. Puis j'ai jamais été d'accord avec ses règles. Donc c'est comme j'étais un peu en opposition contre elle. Donc là, c'est comme ça que l'escalade commençait. Puis là, on continuait. Puis là, les insultes commençaient. Il y a eu beaucoup de violence psychologique de sa part. Puis il y a des gestes qui ont été posés que, tu sais, ça, je vais jamais oublier. Mais, tu sais, elle m'a quand même sorti du trouble de ma famille biologique, tu sais, puis ça, je l'oublierai jamais, tu sais. Elle m'a sorti de la famille dans laquelle que j'étais, qui était vraiment pas une bonne place pour moi. C'est ça, je le reconnais, tu sais, aujourd'hui, mais dans ce temps-là, tu sais, j'avais pas conscience de ça. J'étais juste fâchée contre elle, puis on était en escalade constamment, puis ça fonctionnait pas, là. J'imagine qu'elle était au courant de ce qui se passait au niveau de l'intimidation à l'école. En fait, elle l'a su vraiment plus tard. Elle l'a su parce qu'à un moment donné, j'étais plus présente en classe, puis j'avais des messages de l'éducatrice spécialisée qui signait mon agenda pour motiver mes absences ou mes retards. Puis elle signait ça, puis là, à un moment donné, ma mère, elle a vu mon agenda, puis elle m'a dit, pourquoi tu vas à l'éducatrice spécialisée? Puis là, j'ai pas le choix de lui dire la vérité. Je lui ai dit que je me faisais intimider, que j'avais besoin d'aide, que ça n'allait pas, que je me sentais pas bien. Donc là, elle m'a demandé de lui montrer les messages que je recevais. Fait que je lui ai montré. Puis dans un des messages, il y avait un message qui disait continue de t'auto-mutiler, c'est ce que tu mérites. Fait que c'est comme ça que ma mère elle a appris que je me coupais. Fait que c'est ça. Fait que les messages on les gardait parce que on voulait faire comme un dossier pour la police parce que là c'était rendu à un point que c'était plus tolérable, c'était plus vivable. Je veux dire, j'avais des idées suicidaires comme par-dessus la tête. Je me coupais, j'étais un danger pour moi-même.
Puis ben c'est ça, j'ai été rentrée à l'hôpital là, le 12 décembre 2016, puis je suis ressortie à peu près vers le mois de février 2017. Fait que j'ai été là quand même un petit bout. Puis c'est ça, ça m'a quand même vraiment, vraiment aidé, là. J'ai pu faire comme le vide dans ma tête, puis m'éloigner de tout ça, là. Ça m'a fait vraiment du bien. Fait que dans le fond, elle t'a aidé vraiment au niveau plus de monter un dossier pour la police, mais est-ce qu'elle a essayé de te conseiller? Ma mère, elle a tout le temps été quelqu'un de loin de ses émotions, puis qui voulait cacher ses émotions. Fait qu'à chaque fois que je vivais une émotion, elle voulait comme, elle se détachait. Elle était comme plus là. Mais toute la technicalité de la chose ou la façon que ça fonctionne était toujours là, tu sais. Mais par exemple, pour m'épauler avec mes émotions, tu sais, si je trouvais ça difficile, je savais que je pouvais comme aller lui faire un câlin ou quelque chose, mais c'était pas la personne avec qui j'allais jaser, tu sais. Puis comment ça se passait avec ton père? J'ai pas de père adoptif. Moi, ma mère, elle m'a adoptée seule. Puis quand que j'ai été plus vieille, dans le fond, vers, je pense, autour de 2 ans, ma mère, elle s'est fait une conjointe. Elle s'est séparée de cette même conjointe-là vers mes 10 ans. Mais elle a toujours été proche. On est toujours restés proches, là. C'est comme ma deuxième maman, là. On est encore très proches aujourd'hui. Mais avec elle, ça se passait très bien. Notre relation allait bien. C'est sûr que elle aussi, quand que elle, au contraire de ma mère, elle est très émotive. Donc, à chaque fois qu'elle voyait que j'allais moins bien, elle se retirait. Elle voulait pas trop être là ou trop en savoir sur moi, sur qu'est-ce qui se passait parce qu'elle trouvait ça trop lourd à porter. Fait qu'elle aimait mieux se retirer. Puis, à un moment donné, elle-même est tombée en dépression à cause de ce que je vivais. Elle trouvait ça trop lourd. Fait que, ouais. OK. Puis ton placement en centre d'accueil puis en foyer de groupe, c'était intervenu comment? Dans le fond, c'est ça. C'est que là, j'étais hospitalisée dans une unité fermée. Puis vers le mois de janvier, j'ai été transférée à l'hôpital de jour. Dans le fond, l'hôpital de jour, c'est que je retournais dormir chez moi, puis je faisais de l'école là-bas. Donc ça a été vraiment un environnement comme super qui m'a comme aidé à continuer de faire l'école sans être en contact avec les personnes qui m'intimidaient. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment bien. Puis, tu sais, en plus, je voyais ma famille. Fait que j'ai vraiment apprécié ça. Mais là, c'est ça, c'est que là, les contacts avec ma mère, ils ont recommencé. Puis je pense que j'étais pas assez, j'allais pas encore assez bien pour reprendre la relation avec ma mère, puis comme continuer. Parce que ma mère, c'est quelqu'un qui des fois peut paraître froide, que quand tu mets tes limites, elle les écoute pas tout le temps. Donc, ça vient me chercher. Puis c'est ça, c'est des fois on chicanait pour des choses vraiment comme banales. Là, ça commençait avec des petits mots méchants, puis ça y allait en escalade. À un moment donné, c'était juste plus vivable. Puis on se courait après dans la maison, ça frappait dans les murs, on se lançait des choses. C'était vraiment comme plus adéquat. Puis l'impression qu'elle me donne, ta mère, c'est que ça doit pas être le genre de personne qui va aller chercher de l'aide pour elle-même. Non, exactement. Euh, exactement. Elle va pas aller chercher de l'aide pour elle-même parce que pour elle, c'est pas elle le problème. C'est les autres. C'est moi qui ai un problème. C'est moi qui est un enfant de la DPJ, donc c'est moi qui viens avec mes problèmes. Mais je veux dire, oui, j'ai des difficultés. À ce moment-là, j'allais pas bien. C'était une période difficile. Ça, je l'avoue, mais je pense qu'elle aurait pu être plus aimante puis supportante avec moi, puis me montrer son amour d'une meilleure manière que, que la façon qu'elle l'a faite, là. Puis comment ça s'est passé quand tu es arrivé en centre d'accueil? Quand je suis arrivée, j'ai pris vraiment ça comme de l'abandon de la part de ma mère. J'avais l'impression qu'elle voulait plus de moi. Parce que quand que j'ai été placée, c'était pendant la semaine de relâche. Et puis, ma mère est partie à Québec comme si de rien n'était. Elle faisait ses vacances. Puis, elle faisait du traîneau à chien. Elle m'appelait. Elle me disait, oh, aujourd'hui, j'ai fait du traîneau à chien. J'ai vu ça. J'ai fait ci. J'ai fait ça. Puis, moi, j'étais dans ma chambre à l'étape. Je me rappelle encore, j'étais à l'arrêt d'agir à l'étape.
à Dominique Savio, je pleurais, je me sentais comme abandonnée. Comme un numéro qui a été casé là, dans une case, puis que personne s'en occupait. Puis c'est ça, je suis restée à peu près une semaine là. Puis ils m'ont trouvé de la place dans un foyer de groupe. Puis quand je suis arrivée au foyer de groupe, ça a été vraiment, vraiment difficile parce que j'avais jamais été en centre. Ben, à part quand j'étais petite, mais quand j'étais petite, j'étais pas en centre, c'était juste que j'avais comme un dossier ouvert à la DPJ et tout, là, mais j'avais pas été placée. Mais là, c'est la première fois que j'étais placée, que je voyais d'autres gens, parce que moi, quand j'ai été adoptée, j'ai pas eu de frères et de sœurs. Donc, c'est la première fois que j'ai été comme en contact avec d'autres mondes au quotidien. Donc, ça a été vraiment difficile. J'étais la plus jeune. J'avais 12 ans à ce moment-là. Il y avait des filles de 16 ans qui me regardaient de haut, de 14 ans qui me regardaient de haut. Tu sais, j'étais la petite nouvelle. Fait que tout le monde, tu sais, au début, me regardait de travers. Il y en a qui m'écœuraient. Fait que, tu sais, c'est comme, je pars d'un milieu que je suis pas bien pour arriver dans un milieu que je suis pas bien non plus. Mais après ça, ça va s'améliorer. C'est sûr que c'est le début, mais, tu sais, ça reste que c'est quand même assez comme ironique de dire que je pars d'un milieu que je suis pas bien pour arriver dans un milieu que je me sens pas bien non plus, tu sais. Oui, puis, tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, ce qu'on dégage aussi, là, inconsciemment, je pense qu'on attire un peu les intimidateurs. Tu sais, moi, personnellement, ça a beaucoup évolué, là, mais j'étais quelqu'un de bien bizarre quand j'étais au primaire. Puis je sais que ça attirait beaucoup les intimidateurs. Je réagissais fortement quand on essayait de me taquiner ou quoi que ce soit. Fait que inconsciemment, j'attirais ça. Puis tu vois, c'est quand que je suis arrivée vraiment plus dans le coin du secondaire 3, quand j'avais 15 ans, où ce que là, j'avais une passe, où ce que ça allait vraiment pas bien dans ma vie, mais que je me calissais de tout. Pas. Là, c'est devenu quasiment moi qui est devenue intimidatrice, tu sais, je prenais de la drogue, puis j'avais une grosse carapace, tu sais. Fait que c'est sûr que de la manière que tu me parles, d'avoir été aussi fragile, fragilisé pendant toutes tes expériences, puis de rentrer un peu la tête entre les épaules d'une nouvelle place, ben c'est sûr que ça devait attirer justement d'autres prédateurs entre parenthèses, là, dans le Ouais, sens que souvent, quand on fait de l'intimidation, c'est une question de statut social. C'est pour gagner du statut social dans un groupe ou le maintenir. Fait que c'est sûr que quand on repère quelqu'un qui a l'air plus fragilisé, il y a beaucoup de monde qui sont tentés par ça, mais j'imagine que dans un foyer de groupe, vous aviez plusieurs intervenants qui étaient sur le plancher. Est-ce que ça a changé quelque chose, ça, pour toi? non, parce que les intervenants, ils voyaient pas tout le temps. Tu sais, c'est pas comme quand on est à l'arrêt d'agir que là, tout ce qui est dit doit être entendu par un éducateur, tout ce qu'on fait doit être comme vu. En foyer de groupe, c'est pas ça. Les éducateurs peuvent être dans leur bureau, puis les filles, on peut être à table ou dans le salon, puis ils vont pas nous entendre ou ils vont pas nous voir, tu sais. Mais c'est tous les regards qui ont été faits. Je me suis fait voler des choses, je me suis fait vandaliser des choses. Tu sais, comme, je prends un exemple, je m'étais acheté une paire de souliers, tu sais, j'étais comme toute contente, j'avais ramassé tout mon argent pour m'acheter une paire de Vans, puis une semaine après, j'avais comme un gros trou dedans. Puis c'est comme toutes des petites choses comme ça qui sont venues me chercher dans ma chambre. On prenait des choses sans me le demander, comme aussi le respect des limites, là, que c'était pas respecté. Puis ça, c'est quelque chose de difficile pour moi, là. Tu mentionnais que un moment donné, le vent a commencé à tourner. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change graduellement, cette dynamique-là? Ben, quand j'ai commencé à faire comme ma place, puis à m'ouvrir, puis à montrer que finalement, j'étais pas méchante, que j'étais comme les autres, que j'avais ma place comme les autres, puis ils ont comme appris à me connaître. Ils ont vu que j'allais pas leur voler leur place ou comme leur statut un peu, là. Mais tu avais l'impression que les gens pensaient que tu étais méchante ou que tu étais une menace? À un moment donné, oui, j'ai pensé que les gens pensaient que j'étais comme méchante ou que
je venais leur voler quelque chose ou que je venais prendre quelque chose à eux ou que je prenais leur place finalement, qu'ils m'aimaient pas parce que j'étais comme nouvelle. Puis c'est ça. OK. Puis t'es resté combien d'années dans le foyer de groupe? Je suis arrivée au mois de décembre, puis je suis repartie au mois de juin. OK, fait que ça a été vraiment temporaire, là. Ça n'a pas été, t'es pas resté là 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, là. Non, non, OK. ça a vraiment été temporaire. C'est vraiment à mon autre placement que ça a été comme plus long. OK. Ouais, parce que j'ai été placée une autre fois, parce que là, c'était vraiment pour ma sécurité, parce que je me mettais beaucoup en danger. À Puis ma partir mère, du foyer de groupe, ça, qu'on t'a mis dans l'autre placement ou t'as eu un retour à la maison avant? non, j'ai eu un retour à la maison. OK. Puis OK. c'est rendu en secondaire 3 que j'ai été retournée au foyer de groupe, au même foyer de groupe que j'avais été. Mais là, moi, ça marchait pas parce que ben là, durant mon hospitalisation, là, j'étais en couple avec un gars, puis il m'a agressé sexuellement. Donc là, le foyer de groupe dans lequel que j'étais était à 2 maisons de sa maison à lui. Donc là, je me suis battue pour pas retourner à ce foyer de groupe-là, mais on m'a pas écouté, on m'a renvoyé là. La seule autre place qui m'envoyait, sinon, c'était Rose Virginie Pelletier à Pierrefonds. Puis moi, je vais à l'école à Montréal, ma famille est à Montréal, fait que j'avais pas le goût de me ramasser à Pierrefonds, tu sais. Donc, j'ai comme pas eu le choix de dire oui pour retourner sur la rue de mon agresseur, finalement, là. OK. Fait que dans le fond, t'étais en foyer de groupe, t'es retourné dans ta famille, puis t'es retourné dans le foyer de groupe. Ouais, c'est ça, Le exact. même. OK. Ouais. Puis t'es resté combien de temps dans ce séjour-là? Un peu plus d'1 an, je dirais 1 an et 2 mois peut-être. OK. Puis comment ça s'est passé? Est-ce que les intervenants étaient au courant que tu avais été agressé? Oui, il savait. Puis des fois, je revenais en pleurant au foyer parce que j'avais vu soit la mère du gars ou j'avais vu le gars sur la rue. Puis j'avais comme pas vraiment de support à part, tu sais, à part me faire dire, ben pleure, ça va te faire du bien. Puis c'est correct que tu te sentes comme ça. Puis c'est normal que tu te sentes comme ça, mais j'aurais eu besoin de comme plus de support. Est-ce qu'on t'a renseigné un peu sur les services qui étaient disponibles? On t'a-tu offert des... Tu sais, tu dis j'avais besoin de plus de support, donc on t'a pas référé à des services avec une psychologue ou encore avec le CAVAC, des choses comme ça? Non, pas du tout. J'ai eu aucune référence là. Et on m'a pas parlé de ça du tout. Mais j'avais au début, comme avant tous ces événements-là, je voyais une psychologue pour mon anxiété parce que je suis quelqu'un qui fait vraiment beaucoup d'anxiété. Puis là, ben quand il s'est passé ça, ben c'est sûr qu'elle a été mise au courant. Mais là, c'est comme ça me stressait trop de lui parler de ça. Donc j'ai préféré comme arrêter de moi-même là, parce que je trouvais que c'était comme aussi un sujet tabou, puis j'étais gênée de ça. J'étais vraiment gênée, puis j'avais honte de moi. Je voulais pas lui en parler, là. Je préférais comme vivre ça toute seule de mon côté, là. Comment ça a évolué, les dynamiques, justement, dans ce foyer-là? Tu sais, au début, tu parlais que tu revenais en pleurant. Ça a-tu changé à un moment donné? Ça s'est-tu atténué? Ouais, parce que il y a des fois que ça allait vraiment mieux. Il y a des périodes, ben c'est ça que ça allait vraiment bien. C'est comme avec ma mère, tu sais, on avait des contacts au téléphone puis en personne. Quand que c'était des petits contacts, pas trop longtemps, ça allait bien. Fait que ça faisait que comme genre en dedans de moi-même, ça allait mieux. Parce que je me sentais mieux, je me sentais comme plus proche de ma mère, comme plus proche de la relation que j'avais avant avec elle. J'avais l'impression de retrouver ça un peu, mais c'est sûr que c'était même pas comparable, là, mais c'était plus proche de ce que c'était, tu sais. Mais ta mère, là, de la manière qu'elle me fait un peu penser, là, c'est comme si c'était quelqu'un à la base qui a un style d'attachement évitant. Puis mon père est un peu comme ça. Puis tu vois, notre relation s'est améliorée depuis que j'ai mis des balises vraiment strictes, puis que j'ai décidé qu'on se voyait 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. Mhm. On peut plus passer, tu sais, des jours ensemble parce que je sais que la situation va s'envenimer. Je sais Ouais. qu'il va y avoir des petits accrochages, tu sais.
Exactement. C'est plate, mais il y a des personnes qui, de par leur style d'attachement, de par leurs problèmes, leur trauma non réglé, on est mieux de se tenir à distance pour pas qu'il y ait de flémiches, mettons. Mhm. Fait que toi, ça s'est amélioré à ce niveau-là, puis ça a détendu un peu sur ton humeur, puis sur ton adaptation à ton environnement où est-ce que tu étais. Ouais, vraiment. Puis aussi, je pense le fait que j'étais la plus vieille au foyer à ce moment-là, ça faisait pas de moi de quelqu'un de vulnérable. Donc, je paraissais aussi plus vieille que mon âge. Donc, les gens, tu sais, ils n'avaient pas tendance à vouloir me rabaisser ou me faire des coups bas comme j'avais eu, tu sais, à mon premier placement. Mais c'est sûr que, tu sais, il y en avait des plus jeunes que moi que, tu sais, ils vivaient les yeux au ciel ou, tu sais, ils disaient des affaires comme pas super gentilles. Mais c'était rien de comparable à mon premier placement, là. Puis est-ce que tu as sombré dans le côté noir de la force et que tu es devenue intimidatrice un petit peu envers certaines ou c'est vraiment, t'es pas tombé dans ce pattern-là, toi? Non, pas du tout, vraiment pas du tout. OK. Moi, j'ai été quelqu'un qui, ben, je le suis encore là, très présente pour les autres, puis qui est très, je veux dire, qui ressent vraiment beaucoup par tout ce que j'ai passé au travers aussi. Donc, je vais le voir quand quelqu'un est pas bien, ou tu sais, je veux m'assurer que tout le monde est bien, tu sais, au détriment de moi-même. Je passe tout le monde avant moi, tu sais. Mais je sais qu'il faut pas faire ça, mais c'est très, très, très difficile là, de penser à soi, là. Ben, tu dois connaître le Big Five. Est-ce que ça dit quelque chose, les 5 facteurs de personnalité? Non, ça me dirait. OK. Ben, dans le fond, souvent, on peut catégoriser les personnalités, là, grosso modo, avec 5 traits bien généraux. C'est l'acronyme OCEAN. O OK. pour ouverture à l'expérience, C pour conscienciosité, E pour, je me rappelle plus, A pour agréabilité, puis N pour neuroticisme. Puis dans le fond, ce que toi, tu me dis, là, de faire passer souvent les besoins des autres avant toi, puis d'être très préoccupé par le bien-être des autres, ben c'est typiquement agréabilité, puis ça fait partie de ta personnalité. Ça va être très difficile à changer. Puis un des seuls facteurs que je viens de nommer que tu peux vraiment jouer avec, c'est la conscienciosité. La conscienciosité, c'est la méticulosité, c'est la facilité à décortiquer des choses pour être capable d'établir des plans d'action. Tu sais, c'est d'être très méticuleux, très ordonné. Ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. Mais puis on peut être aussi trop méticuleux, trop ordonné, exiger trop envers notre environnement. Mais l'agréabilité, c'est quelque chose de très difficile à travailler. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Puis tu vois, moi, c'est plus un peu l'inverse de toi. Puis c'est peut-être un peu ça aussi qui m'a aidé dans certaines facettes, dans certains aspects de ma vie, dans le sens que j'ai jamais eu peur de m'affirmer puis de défoncer des portes puis de ces plates, mais de des fois devoir piler sur les autres pour avoir réponse à mes besoins. Mais l'agréabilité, ça doit être quelque chose de très difficile à vivre. Hmm. Ouais, c'est très demandant, je dirais, parce que, comme j'ai dit tantôt, on fait passer tout le monde avant nous. Fait que c'est rendu, quand on est rendu à penser un peu à nous, ben, on a comme plus de batterie. J'ai Ouais, l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont en psychothérapie pendant des années, juste pour essayer de travailler ça, puis juste d'avancer une petite affaire là-dedans pour essayer d'inverser cette tendance-là, ça prend un énorme lot de travail sur soi. Fait que ouais, je veux pas décourager personne, là, mais ça a l'air d'être tout un job. ouais, effectivement, ouais. Ça a l'air énorme. Puis, dans le fond, toi, ce placement-là, ça a pris fin comment? Le deuxième placement, ça a été une ordonnance de la cour. Puis, ça l'a pris fin. Je me souviens plus. J'ai pas repassé devant un juge, mais j'avais des contacts plus fréquents avec ma mère, puis ça allait mieux. Donc, on a parlé de pas fermer le dossier, mais de que je retourne progressivement chez ma mère. Puis ça allait comme de mieux en mieux. Puis là, jusqu'à temps que je sois là temps plein. Puis ben ma place au foyer c'est complètement fermée. OK. Puis là, quand tu étais rendu temps plein chez ta mère, est-ce que tu as eu du soutien de la part de la DPJ? Est-ce que vous avez eu Euh, de l'aide un peu pour vous adapter mutuellement? Au deuxième placement, non.
j'ai pas eu d'aide du tout là, de la part de la DPJ. Mais suite au premier placement, j'ai eu une éducatrice qui venait à la maison. Mais ça faisait plus de friction qu'autre chose parce que ma mère, elle mettait tout sur moi. Elle disait que c'était pas le problème, ben, je suis un enfant de la DPJ, donc c'est moi qui viens avec les problèmes. Donc, c'est moi le problème parce que je suis un enfant de la DPJ, mais tu sais, jamais elle. Puis, elle racontait des situations qu'on chicanait, mais elle racontait comme pas les deux côtés de la médaille. Elle racontait ce que moi j'avais fait, mais elle disait pas ce que elle avait fait pour que moi je réagisse comme ça, tu sais. Donc, ça a toujours été des moments très difficiles, les rencontres avec les intervenants, avec ma mère puis moi. Ça finissait toujours en chicane. L'intervenant, il se sentait mal de partir parce que moi et ma mère, on était quasiment en train de s'entretuer, tu sais. De la manière que tu parles, l'impression que ça me donne, c'est que toi, ton niveau d'agréabilité est très élevé et le sien est peut-être très bas, dans le sens qu'elle va souvent faire passer ses intérêts avant ceux des autres. Donc, c'est sûr que ça devait faire des méga conflits parce que toi, tu te plies tout le temps inconsciemment à ce qu'elle, elle veut, puis elle réussit toujours à te manipuler peut-être pour t'assujettir un peu à ses besoins. Ouais, Fait que, tu sais, c'est vraiment ça la genre de dynamique que ça me fait penser. Puis autant que deux personnes directement opposées, ça peut être très difficile, autant que deux personnes qui sont dans le même range, ça peut être très difficile pour ma part. Mon père était très faible en agréabilité, donc il faisait passer ses besoins avant n'importe qui d'autre. Et moi aussi, je l'étais beaucoup. Donc, c'était deux personnes qui avaient des divergences de besoins qui ne correspondaient pas et qui étaient tout le temps en train de se boquer l'un contre l'autre pour essayer d'avoir réponse à ses besoins ou de contrôle ou peu importe. Mais c'est sûr que de toujours passer pour la méchante dans l'histoire, c'est pas facile. Puis tu vois, ça aussi, je l'ai vécu parce que, évidemment, c'était moi l'enfant à problème, hein. C'était moi aussi l'enfant qui a été placé et tout. Donc, ça aussi, je peux comprendre à ce niveau-là que ça doit être pénible. Mais tu sais, au moins, tu te dis que quand tu es retourné dans ta famille, ça s'est mieux passé. Donc, puis t'es resté combien de temps dans ta famille avant de quitter le nid? Parce que là, j'imagine que tu approchais pas mal ton 18 ans. En fait, je commençais mon secondaire 4, donc je suis restée chez ma mère. Mais là, encore une fois, la DPJ est revenue dans le décor après qu'on ait fermé mon dossier. Mais cette fois-ci, pas par rapport à ma famille adoptive, par rapport à ma famille biologique. Donc, j'ai repris contact avec ma mère biologique, puis elle m'a mis dans une situation vraiment hors de l'ordinaire que je souhaiterais même pas à mon pire ennemi, honnêtement. Puis, la police a dû s'en mêler. Puis j'étais mineure, donc là, les policiers n'ont pas le choix d'appeler ma mère adoptive, puis la DPJ. Ils m'ont dit soit on te replace. J'allais avoir mon 18 ans le 31 mars, puis c'est arrivé le 15 février. Donc là, ils disaient c'est pas logique qu'on te place pour juste cette période-là. Donc on va essayer que tu restes chez toi, mais ta mère, il va falloir qu'elle mette des gros cadres pour t'encadrer au max parce que là, tu t'es comme vraiment mis dans la merde, là. Ça me fait penser, la pandémie, comment ça s'est passé pour toi, tu sais, justement, à être peut-être un peu confiné avec ta mère adoptive. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Au début, ça a été vraiment comme un rêve, je dirais, parce que ça allait très bien. C'était une période que ça allait très, très bien avec ma mère adoptive. Puis là, c'est comme le fait qu'on soit comme ensemble 24 heures sur 24. On en profitait, on jouait à des jeux, on faisait plein de choses comme pour reconnecter, puis ça marchait vraiment bien. On s'entendait super bien. Mais là, tu sais, la pandémie, ça n'a pas duré 2 jours, là. On s'entend, ça a duré plus longtemps, le confinement et tout. Donc, à la longue, ben là, où nos petits défauts se sont mis à nous taper sur les nerfs de chacune. Puis les escalades, ils recommençaient. Donc là, moi, je me suis tournée vers une solution pas très adéquate, je dirais, là, mais je me suis mis à contacter des gars sur les réseaux sociaux pour comme avoir de l'attention, puis comme me faire sentir aimée, puis comme offrir des choses. Mais en même temps, j'avais peur de ça. J'avais pas le goût de le faire, mais c'était plus
parce que je voulais me faire sentir aimée puis me faire sentir importante, tu sais, que je faisais ça parce que je me sentais comme pas aimée avec ma mère, tu sais. Mais t'avais-tu aussi l'impression que ça pouvait te sortir du nid familial, dans le sens que, personnellement, quand je suis sortie de placement, moi, c'était rendu hors de question que je reste chez mes parents. Après 6 mois, j'étais plus capable de cohabiter avec eux autres. C'était trop stressant. Fait que je me suis mis à dater, mais pour me trouver un chum puis partir en appart. Je sais pas si toi, si tu as eu le même pattern. Non, moi, c'était pas pour trouver quelqu'un pour partir en appart. Moi, c'était, ben, je sais que c'est vraiment pas une façon saine de faire de l'argent, mais j'avais pensé à voir des gars pour me ramasser de l'argent pour partir parce que c'est ça que je voulais le plus, partir en appartement. Mais bon, les choses se sont comme précipitées parce que là, quelques semaines avant mes 18 ans, il arrive l'événement avec ma mère biologique que, ben, en gros, on se retrouve dans un motel les deux. Elle voulait à la base que je l'amène pour lui faire un lift, mais sur place, c'est des policiers undercover qui nous arrêtent. Ils nous disent que ma mère voulait me vendre avec elle. Donc voilà, c'est ça. Donc ça a été le gros événement qui a comme marqué mon dernier contact avec la DPJ. Donc là, c'est ça, j'étais plus capable d'être chez ma mère. Puis là, quelques semaines avant d'avoir mes 18 ans, là, on était rendu peut-être 2 semaines après l'événement du 15 février. Là, j'en pouvais plus de ma mère parce que elle rabaissait constamment ma mère biologique par rapport à ce qu'elle avait fait, en disant que c'était pas acceptable et tout. Tu sais, je comprenais, je savais que c'était pas acceptable. Mais de là à la dénigrer devant moi, je me suis toujours sentie dans je sais pas comment dire, dans un genre de triangle entre les deux. C'est comme la triangulation un peu, là. Je me sentais tout le temps comme prise entre les deux. Puis à chaque fois que je parlais à une, cette mère-là parlait en mal de l'autre mère. Quand je parlais à l'autre mère, elle parlait en mal de mon autre mère. Fait que c'était très difficile, Ça, c'est mais comme ouais. une forme d'aliénation parentale aussi, en fait. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Puis à un moment donné, je me souviens encore de la scène par cœur. J'avais pris un bain chez ma mère, puis j'avais fait brûler une chandelle pendant que j'étais dans le bain, puis ça avait laissé une trace sur le mur. Puis là, quand je suis sortie du bain, ma mère, elle m'a dit j'aimerais ça que tu essuies ça, s'il te plaît. Fait que là, j'ai dit oui, pas de trouble, je vais aller mettre ton pyjama, puis je vais l'essuyer, tu sais, pas de trouble. Puis là, elle me dit non, je veux que tu le fasses maintenant. Puis là, j'ai dit ben attends, je vais aller mettre mon pyjama, tu sais. Puis elle voulait pas que j'aille mettre mon pyjama, elle voulait que je le fasse là, tu sais, là, le contrôle. Elle voulait avoir le bout du bâton. Donc, finalement, je l'ai fait. Je m'en vais me brosser les dents. Puis j'ai mon sel dans les mains. Elle prend mon sel, elle le lance par terre. Puis là, ça devient comme l'escalade, là. Moi, je lance sa brosse à dents, elle lance la mienne. J'essaie d'attraper son sel pour le lancer dans la toilette. Comme, il y a des méchantes choses qui se disent. Puis ça devient vraiment comme en escalade. Donc là, je vais m'enfermer dans ma chambre. J'aligne toutes les commodes une à l'autre pour bloquer ma porte parce que ma serrure ne barrait pas parce que j'en avais pas. Puis elle essayait de rentrer. Puis elle voyait que ça marchait pas. Elle continuait, elle continuait, elle continuait. Puis là, elle cognait dans le mur, elle cognait dans le mur. Puis là, tu sais, moi, je répondais pas. Puis là, à un moment donné, il était 5 heures du matin, elle cognait encore dans le mur, je l'entendais. Puis là, j'ai dit, OK, là, c'est assez, là. Fait que j'ai pris mon sel, j'ai appelé la l'ATS, j'ai dit, là, je suis plus capable, sors-moi de là, là. Fait que là, elle m'a trouvé un hébergement d'urgence pour les jeunes. Donc, je suis allée à En Marche, 12-17. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. J'ai vraiment eu beaucoup de support, beaucoup d'écoute. Ça a vraiment été vraiment super. Un organisme que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis, de là, je suis sortie. Puis, il y a ma patronne qui m'a hébergée chez eux jusqu'à temps que j'aille mes 18 ans. Puis après, je suis partie en appartement. Donc, j'ai quand même eu de la chance dans les alternatives qui se sont offertes à moi pour pas retourner au centre jeunesse. Mais, tu sais, ça aurait pu être pire. Mais j'ai eu quand même la chance de tomber sur, tu sais, un organisme comme ça. Puis, que ma patronne a décidé de m'héberger, là, ça a été vraiment gentil de sa part, là. Et y a-tu eu un intervenant dans tous ceux que tu as côtoyés qui a eu aussi un impact significatif pour toi? Tu sais, là, comme tu parles de ta patronne, mais mettons,
plus au niveau d'un modèle, je sais pas, que tu aurais pu croiser en centre jeunesse ou en foyer de groupe? Ouais, il y a, à mon deuxième placement, il y a une stagiaire qui est venue au foyer. Elle m'a vraiment marquée parce que, tu sais, elle voyait mes coupures sur les bras. Puis à un moment donné, elle a fermé ma porte de chambre, puis elle m'a montré ses bras. Elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait passé par là, puis elle a dit, regarde où que je suis maintenant, tu sais, c'est possible de s'en sortir. Puis quand t'es là-dedans, tu penses qu'il n'y a pas d'issue possible, tu penses que tu veux juste en finir, puis t'as l'impression que c'est toi le problème, puis tu veux plus avancer, puis il y a comme plus d'espoir, mais elle voulait me montrer qu'il y avait encore de l'espoir. Puis cette intervenante-là, elle m'a tellement comme relevé la tête de l'eau, fait voir la réalité, parce que moi, tu sais, dans ce temps-là, j'étais comme vraiment comme fermée, puis je pensais vraiment que, tu sais, il y avait pas d'issue, puis que j'allais être comme ça tu sais, jusqu'à la fin, tu sais. Mais finalement, tu sais, elle m'a montré qu'il y avait une possibilité de m'en sortir, là. Puis justement, tu sais, tu dis que tu as été hébergé par ta boss. Ensuite, Mhm. toutes les choses se sont placées. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'aller étudier au cégep? En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait l'école malgré tout, malgré l'environnement, malgré les personnes. Donc, pour moi, c'était même pas une question que je me posais, là. C'était vraiment un désir pour moi de continuer puis d'aller au cégep, là. C'était quelque chose que je rêvais depuis longtemps. Tu sais, dans ma tête, quand j'étais jeune, je voulais être infirmière. Après ça, quand j'ai grandi puis que j'ai commencé à aimer aider les autres, ben là, je me suis dit, OK, c'est sûr, je vais aller dans le domaine social. Je suis pas encore décidée à 100%, là, mais je dirais qu'en ce moment, là, mon choix s'arrête pas mal pour la criminologie, là, pour travailler à la DPJ, justement, là. Ça te fait pas peur, l'état dans lequel le système de la DPJ est en ce moment? Oui, c'est quelque chose qui me fait peur, mais je pense que à force de parler puis de s'exprimer de ce qu'on a vécu, entre autres les ex-placés, fait que je pense que plus qu'on va se faire entendre, plus qu'il va y avoir d'émissions, de balados qui va montrer la réalité du système, je pense que ça va plus conscientiser les gens, la population, puis ça va amener des changements. En tout cas, je l'espère, mais ouais. Justement, si tu pouvais changer trois choses dans le système de la DPJ, tu changerais quoi? La première chose, ça serait mais je sais pas trop comment dire ça, mais tu sais, quand on est suivi par la DPJ, puis là, on arrive à nos 18 ans, il y a une coupure totale. T'as 18 ans, c'est fini. Moi, ça a été mon cas. Si j'avais pas eu ma patronne, c'est pour m'héberger, j'aurais été dans la rue. Je veux dire, eux, ils sont sortis de ma vie à 18 ans. J'aurais aimé ça qu'ils me préparent au monde adulte, qu'ils me préparent à ça, mais là, à 18 ans, j'ai comme été pitchée dans le monde adulte, puis j'étais pas prête. J'avais nulle part où habiter, je savais rien, tu sais. Euh, je dirais la deuxième chose que j'aimerais changer, ça serait comme le fonctionnement du système. Je pense que avant de placer un enfant, le sortir de son milieu, il faudrait comme plus évaluer la situation puis plus voir les côtés positifs et négatifs que ça l'amène. Parce que oui, c'est sûr que tu sais, il y a des effets positifs à sortir l'enfant de son milieu parce que le milieu est pas adéquat ou peu importe, mais on dirait que les gens s'attardent pas aux aspects négatifs aussi qui peut arriver, tu sais. Par exemple, je donne un exemple. À mon deuxième placement, ils voulaient me placer dans un centre fermé, mais je veux dire, moi, j'étais dans un club de ski à l'école. Je faisais du sport-études. Ça, c'est quelque chose qui m'allumait, qui me donnait de l'énergie. Ça me donnait le goût d'aller à l'école. J'avais ce goût-là d'y aller. Mais là, si j'étais en centre fermé, j'aurais fait l'école là-bas, puis j'aurais été complètement coupée de mon monde extérieur. Puis c'est pas quelque chose que j'avais le goût. Donc, ça, c'est quelque chose que je changerais aussi de prendre le temps de voir tous les aspects du quotidien de la personne avant de prendre une décision importante comme celle-là. Puis, mettons qu'il aurait donné plus du soutien psychosocial à ta mère, tu penses-tu qu'elle l'aurait pris? Ils en ont déjà proposé, mais elle retournait jamais les appels, elle s'investissait pas. C'est pas quelque chose qui l'intéressait. Donc, même si on lui proposait, c'est pas quelque chose que elle allait faire.
Puis le seul moment qu'elle prenait cette aide-là, c'était pour aller se plaindre de choses que j'avais faites. Elle écrivait des tonnes de courriels, des tonnes de pages, puis elle écrivait des situations qui s'étaient passées, mais elle écrivait jamais ce qu'elle avait fait. Qu'est-ce qui avait déclenché la chicane, tu sais. C'était tout le temps moi. C'était moi le mouton noir là, de la maison, de la famille, là. Puis comme j'arrivais dans les parties de Noël, dans des soupers de famille, puis je savais jamais ce que ma mère avait dit parce que ma mère, elle allait raconter tout à tout le monde. Fait que moi, j'avais l'air du mouton noir, tu sais, de la famille. Mais tu sais, mettons que je me mets à la place d'un intervenant, là, puis que oui, c'est important de considérer tes hobbies, ton projet de vie, puis c'est un facteur qui t'alimente au niveau énergie puis tout. Puis tu sais, surtout quelqu'un qui a fait une dépression, tu sais, oui, c'est important de garder des choses qui l'allument dans sa vie. Mais tu sais, d'un autre côté, là, l'autre option, c'est de travailler l'environnement dans lequel tu es, hein. Puis si ta mère, elle refusait l'aide qu'on voulait lui apporter, ça laisse pas grand choix pour l'intervention à ce niveau-là, tu sais. Fait que Ouais. j'imagine que ça doit être vraiment un gros dilemme pour un intervenant qui doit choisir quelle piste, vers où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Puis comme troisième chose que tu voudrais modifier, tu changerais quoi? Je dirais, je changerais les intervenants dans le système parce que c'est pas tous les intervenants que j'ai l'impression qu'ils sont, j'aime pas dire qualifiés, mais qui sont, tu sais, oui, ils ont beau avoir fait leurs études et tout, mais tu sais, est-ce qu'ils sont vraiment là pour nous? Est-ce que, parce qu'il y a des intervenants, j'ai l'impression que j'étais un numéro pour eux. J'avais l'impression que j'étais comme juste un dossier de plus qu'il y avait, puis que j'étais pas comme un humain à la base, puis que c'était juste comme ils voulaient régler leur dossier de la journée, puis c'était tout. Mais moi, c'était une partie de ma vie qui était en train de gérer, c'était une partie de moi, tu sais, qui gérait. Puis j'aimerais ça que les intervenants soient peut-être comme plus à l'écoute des jeunes, puis qui s'intéressent plus à eux aussi, parce que c'est ça, j'ai l'impression que on est comme juste mis de côté, puis qu'on doit faire tout ce qu'on nous demande, puis qu'on se fout de nous, là. Mais moi, ça me fait penser un peu à une réflexion, Jessica, que je vais te demander. Euh, Est-ce que quand on sélectionne les étudiants en psychoéducation, je sais qu'en médecine, il y a le test où ce qu'on vérifie le profil, puis les habiletés d'empathie, Non. etc. Tu sais, qu'on regarde pas juste les notes. Ben avant, on le faisait, là, mais maintenant, on le fait plus. Puis, je pense pas que ce soit tant une bonne idée non plus de le faire, personnellement, à mon point de vue, là. Mais C'est sur je quelle pense base après, qui... c'est tout ce qui touche, tu sais, la formation, oui, initiale, mais tu sais, tout ce qui touche Mhm. le soutien clinique, tu sais, l'accompagnement qu'on offre avec des seniors, là, tu sais, en centre jeunesse, c'est juste des jeunes, là, la majorité. Surtout en centre de réadap, c'est vraiment des jeunes qui ont moins de 5 ans d'expérience, tu sais, souvent, fait qu'ils, tu sais, ils ont besoin vraiment de soutien. Puis après ça, tu sais, d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui est les droits, tu sais, ces intervenants-là, ils travaillent avec une loi qui est spécifique, qui est exceptionnelle, mais ils ont même pas eu aucune formation spécifique sur ça. C'est complètement fou, tu sais, puis tu vas avoir des gens qui vont justement avoir des techniques en travail social ou en éducation spécialisée qui vont être sur le plancher avec des jeunes en CR aussi, là, qui viennent juste de sortir du cégep, là, qu'on va voir, là, qui ont 21 ans, puis qui travaillent avec des jeunes de 16 17 ans, tu sais, fait qu'il y a un enjeu actuellement, mais tu sais, surtout les conditions de travail, je pense, tu sais, les intervenants, il y en a plein qui veulent bien faire, mais toutes les redditions de comptes, la gestion, toute la pression, après ça, tu sais, le traitement médiatique, la peur, la gestion de risque. C'est tout plein d'éléments, en plus de la culture. Il y a la culture organisationnelle, tu sais, puis tout, qui fait que, ben, il y a plein d'intervenants qui sont en fatigue de compassion, mais aussi en fatigue morale. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils agissent pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient faire, puis qui se sentent pris parce que leur institution les bloque, tu sais. Je parlais avec une psychologue que je vais taire le nom et la région, mais qui me disait, j'étais allée jusqu'à faire des plaintes là, au commissaire aux plaintes
parce qu'il y avait des milieux qui n'étaient pas propices aux visites supervisées avec les parents, puis que je trouvais que ça faisait aucun sens. Puis elle a dit, je me suis fait faire des reproches, là, tu sais, des représailles, là, tu sais, que si elle recommençait à... Il apprécie pas ça, il y a comme une omerta, puis la loyauté envers ton employeur aussi. Fait que, tu sais, il y a plein d'intervenants qui travaillent là, qui veulent, mais qui sont pognés, genre, dans ce système-là qui les empêche de, comme, pouvoir faire mieux. Fait que, tu sais, ça va bien au-delà du simple intervenant. C'est vraiment, tu sais, une culture qu'on C'est le doit revoir système, au complet. la manière qui est faite, C'est organisée. c'est clair qu'il y en a qui sont pas à leur place puis qui sont blasés. Là, il y en a plein qui sont en stress post-traumatique ou en trauma, le vicariat, fatigue de compassion, alouette, tu sais, qui devraient partir puis prospérer, se reposer, tu sais, mais Mais il reste là. c'est complètement fou. On sait plus par où commencer. Ouais. As-tu l'impression, Jess, que ça évolue depuis la commission Laurent ou c'est pas mal sur le neutre? Là, j'ai l'impression que ça a miné la dynamique des troupes, des groupes, puis qu'ils ont encore plus peur de se faire des reproches, il y a eu plus de médiatisation des enjeux et tout. Fait que je pense pas que. Tu sais, oui, il y a des choses qui avancent. Là, on nommait tantôt, Caroline, tu disais, tu sais, ma préparation à la vie adulte, tu sais, mais maintenant, il y a une loi qui a été appliquée, tu sais, qui oblige le gouvernement à nous préparer. Après, si c'est Hmm. pas fait, là, on va avoir des recours, tu sais. Ouais. Mais Mais reste que, tu sais, les équipes, ils ont pas reçu les outils puis la préparation nécessaire pour rendre ça vraiment efficace puis soutenir réellement les jeunes de manière holistique, tu sais, à la hauteur de leurs besoins. Tu sais, tu le sais, t'es à Montréal, on manque de logements partout, il y en a pas de logements, puis sinon on se ramasse dans des chambres exécrables avec des cafards ou des gens en problématique de santé mentale et autres. Fait que, tu sais, on n'a jamais d'espace où s'apaiser ou être bien dans un milieu de vie. Puis toute notre vie, on s'est fait vivre de l'instabilité puis des choses. Fait que c'est sûr que c'est normal de vivre ça difficilement, mais en tout cas, c'est en ayant des gens comme toi, puis comme nous, qui se rallions, qui prenons parole, comme tu disais, qu'on va réussir à un jour faire changer les choses. Mais gardons l'espoir, là. Ouais. Ouais. Je veux Et pas être justement, pessimiste, là, mais c'est ça. Il non, y a c'est du ça. chemin encore à faire. Ouais. Ouais. C'est Mais vrai. justement, si tu avais un message à transmettre à un jeune qui vient de sortir de placement ou qui est à veille de sortir, tu lui dirais quoi? Je dirais que le saut dans la vraie vie, c'est difficile, ça fait peur, mais on n'a pas le choix d'avancer, puis c'est en faisant des petits pas qu'on va y arriver. Tu sais, ça sert à rien de se projeter puis de vouloir y aller trop vite parce que c'est sûr qu'on va tomber de toute façon. Puis c'est mieux que la chute elle soit plus douce que trop raide. Donc moi j'y vais par petits pas, puis une journée à la fois. C'est important ce que tu dis parce que j'ai connu beaucoup de monde qui ont voulu changer trop d'habitudes de vie, trop de choses en même temps, puis que c'est drette comme ça qui se plantait. Tandis que Mm. si tu modifies une petite affaire, puis t'évalues ça sur plus ou moins long terme, puis que là, ben ça se place, puis ça se passe bien, mais là, après ça, ça te permet de rajouter une étape de plus, puis c'est comme ça que graduellement on peut modifier des habitudes de vie ou des environnements, ou etc. Fait que c'est super pertinent ce que tu as dit. Puis, ben, je te remercie beaucoup de ta participation, de nous avoir Merci. contactés. Puis, je vais te souhaiter que ça se passe bien à l'université, puis que Merci beaucoup. tu aies un bon parcours, académique. Merci, c'est gentil. Au plaisir de peut-être te recroiser puis de prendre parole ensemble pour améliorer les choses. Sinon, ben, comme Maggie l'a dit, bonne continuité dans tes projets d'études. Merci beaucoup. Bye! Ouais. Bye.